Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Bienvenue Gaëlle. Merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir là parce que on a échangé du coup quand je suis arrivée, j'ai dit on a l'impression déjà de se connaître, c'est marrant. Ouais. Comment tu te sens? Contente d'être là, contente de te rencontrer. Un peu bizarre par rapport à se faire filmer, être me rendre compte que ça va quand même avoir une portée, mais en même temps c'est le but. Donc non, on va commencer, puis je me sentirai de mieux en mieux. Tu te sens un petit peu nerveuse, un petit peu. Okay. Parce que en fait, tu sais, c'est ce que je me dis des fois. Alors pour la petite histoire, les personnes qui vont regarder ça, je suis arrivée là et j'ai tout branché et je me suis dit merde, j'ai oublié les micros. On espère que vous allez nous entendre. Ça fait partie des trucs, que j'accepte aussi et puis on redescend, calme le truc et on y va. Voilà. Trop bien. Oui. C'est un beau projet, merci beaucoup de m'accueillir dans ce projet-là. Ouais, c'est avec grand plaisir, vraiment. Comment tu peux te présenter à quelqu'un qui te connaît pas en 2-3 phrases? Je m'appelle Gaëlle, je suis une personne hypersensible qui a souvent eu du mal à trouver ma place dans les différentes étapes de ma vie, mais qui suis, de par ce côté hypersensible aussi, passionnée par le monde, par ce qui m'entoure, par mon travail. Je suis enseignante à l'école primaire. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai habité dans plusieurs pays différents et ça m'a construit justement une ouverture sur le monde et sur les gens qui m'apportent beaucoup au quotidien. Voilà, je pense que ça peut définir. Ça définit parfaitement. Et qu'est-ce qui serait le truc, s'il devait y en avoir un, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais qui ferait qu'on connaît Gaëlle? C'est hyper dur parce que je pense à plusieurs choses. Vas-y, spontanément, le premier. Ok, si tu m'as écouté faire du saxophone. Waouh, excellent, hein. Ouais. Trop bien. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu faire du saxophone et qui me connaissent bien, mais je dirais la musique. Ok, que tu fais encore maintenant. Moins depuis la petite, mais ouais, parce qu'on n'a pas précisé, on a une troisième participante de quel âge elle a 4 mois et demi. 4 mois et demi, ouais. Sacha. Et qui fait des petits bruits un petit peu. Donc s'il y a des bruits qui viennent jusque là. C'était mon grand-papa qu'on faisait. Ah, c'est vrai. Et puis, quand il est décédé, ma grand-mère a gardé précieusement tous les instruments de mon grand-père. Même si je suis pas régulière dans ma pratique, de savoir qu'il est là, puis qu'à tout moment je peux aller, j'avais fait une berceuse pour l'arrivée de Sacha. Ça fait partie des petites choses. C'est quelque chose qui te réjouit comme ça, de savoir qu'il est là, c'est exact. Marrant. Trop chouette. À quel moment il y a eu dans ta vie une sorte de tournant ou un moment charnière qui a fait que ça a peut-être changé ta manière de voir les choses, ta manière de vivre, de faire, ou le premier instant qui te vient comme ça Je dirais chacun de mes voyages. Ok. Ouais, chacun de mes voyages. Pour faire bref, j'ai d'abord été à Bruxelles pendant 2 ans. J'ai fait des stages et puis du travail, parmi d'autres. Mais quand tu parles de voyage, c'est en fait parce que tu as dit avant que tu as habité dans plusieurs pays différents. Oui. Donc c'est en fait plus... c'est pas vraiment des voyages au sens vacances, quoi. Non, vraiment... J'ai habité, entre autres après pour mes études, San Diego pour l'anglais. J'ai fait l'allemand à Berlin, j'ai fait la Laponie en Erasmus et puis j'ai fini par le Québec aussi 6 mois lors de ma dernière année d'université. Je dirais que chaque voyage m'a transformée, pas forcément du tout au tout parce que la base restait la même, mais il y a tellement de choses, tellement de gens et d'expériences qui se sont rajoutées à chaque fois. Après, il y a eu les expériences de la vie. C'est ça. Le décès de ma grand-mère, la rencontre avec Romain, la grossesse extra-utérine, l'arrivée de Sacha. Tu parlais du coup de ta grossesse. On peut faire une pause? Oui. Je crois qu'elle a fait caca. Ah oui, bien sûr. Et puis comme elle n'est pas très régulière,
Pause caca. Je suis désolée. Du coup, le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était un peu la recherche du papa. Finalement, de trouver une personne avec qui on est bien, qui a aussi envie d'avoir des enfants, avec qui on peut faire des projets de famille et tout ça. Et en fait, moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes, de femmes qui ont du mal à trouver un partenaire avec qui ça va pouvoir matcher. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être me raconter un peu ton parcours relationnel et puis... Donc, c'est vrai que moi, le désir d'avoir des enfants et une famille, il est apparu hyper tôt. À 12 ans, là, je disais, j'aurai des enfants à 16 ans, et puis voilà. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est impressionnant, ça. Hein. Ouais, mais vraiment un besoin viscéral que je peux pas expliquer. Puis c'est comme si toute ma vie, elle avait été un peu dans ce sens-là. Je travaille avec des enfants, les stages que j'ai fait à Bruxelles, c'était dans une crèche. J'ai toujours fait des répétitoires avec des enfants. Voilà, il y avait un truc avec les enfants. Et puis, j'ai rencontré mon ex, avec qui j'ai eu une très 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 jolie histoire. On est resté presque 6 ans et demi ensemble. Et c'est vrai que lui, les enfants, c'était pas quelque chose qui le motivait beaucoup. Il avait une expérience familiale bien différente de la mienne. Et puis, on a fait notre petit bout de chemin ensemble qui était vraiment génial. Puis, arrivé à 26 ans, je me suis dit, moi, je veux vraiment des enfants, avant 30 ans. Et lui, il voulait pas en entendre parler avant 30 ans. Puis, en plus, il était un peu plus jeune que moi. Du coup, pour cette raison, principalement, on s'est séparés. Et là, ça a été un long désert avec les applis, les réseaux sociaux, des rencontres spontanées, justement, les voyages, machin, où en étant quelqu'un de très passionné, assez facilement, je pouvais rentrer dans des histoires en me disant « Ah, peut-être que sans être tombée amoureuse le deuxième jour, on s'entend, mais une sorte de... Je vais m'investir dans une relation alors que... Peut-être d'un point de vue extérieur, ça valait même pas la peine d'essayer de s'investir dans quoi que ce soit. Et puis, jusqu'au jour où, par accident, parce que j'avais quitté Tinder depuis longtemps, et puis c'était entre Noël et Nouvel An, puis je m'ennuyais fortement. Donc t'étais plus dans une dynamique de recherche spécialement. Ça viendra ou pas, et puis voilà. Et j'ai rallumé Tinder entre Noël et Nouvel An, j'ai parlé à 2 gars, dont Romain, et puis on s'est vus le jour même, et on peut dire qu'à peu près depuis ce jour-là, on s'est plus quittés. Et pourtant, on a traversé des moments vraiment pas faciles, mais on arrive à toujours se retrouver, puis à avancer dans notre chemin en tant que famille, tout en ayant chacun une personnalité qui est très opposée. Donc il y a plein de moments où ça pète. C'est clair que c'est pas toujours évident. Mais n'empêche que Romain, il m'apporte cette stabilité que mon côté peut-être un peu brouillon. Ouais, voilà, une sécurité, une stabilité que j'apprécie beaucoup. Et lui, il a pas eu peur le premier soir quand je lui ai dit j'aimerais des enfants. Il m'a dit moi aussi j'en aimerais 2. Je lui ai dit moi j'en aimerais 4. Et puis il m'a dit ouais on verra, on en reparlera. Et j'adore. Et puis voilà. Le premier soir. Ouais. Mais bon c'est hyper bien, c'est hyper efficace. T'as envie de perdre du temps. Surtout qu'à ce moment-là tu savais que c'était hyper important pour toi. Ouais, puis j'avais 31 ans. Donc non, clairement c'était quelque chose qu'il fallait qu'il soit dit. C'est trop bien. Et quand tu parles de désert un peu, vraiment quels sont les moments un peu marquants, peut-être si tu penses à des moments marquants vraiment quand tu étais en recherche, quand tu voulais non mais la solitude c'est quelque chose qui m'a pesé pendant la solitude. Alors que j'étais jamais seule, j'ai plein d'amis, j'ai une famille, mais je me sentais seule tout le temps. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pour mes amis de se rencontrer leurs copains sur internet, ou pas, ou dans la vraie vie, il y en a quand même encore, mais que moi, c'est ça donnait pas, je me suis dit que c'est moi qui avais un problème, je me suis beaucoup remise en question pour qu'au final, on se rende compte, non, je pense que j'avais ce côté... je savais ce que je voulais, puis ça pouvait faire peur à certaines personnes. Et puis j'ai pas de regrets. Tu penses que ça faisait peur aux hommes, que t'étais vraiment indépendante, je savais où je voulais aller. Ouais, c'est sûr. Mais c'est certainement parce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui n'auraient pas eu peur de ça,
mais voilà. Je dirais solitude, désarroi, et puis comment avancer pour me retrouver justement et me dire que être seule c'est cool, faire des trucs, pour moi c'est cool aussi. Avec le recul, je me rendais compte que je le faisais de manière robotique, mais qu'en fait je l'ai jamais pensé. Que c'est comme si toute ma vie j'avais attendu Sacha. Ou un bébé. Et puis que maintenant qu'elle est là, je dis pas, il y a des moments où même en couple je me sens seule, puis il y a des moments où c'est pas toujours évident, mais le fait de pouvoir vivre ma vie comme je l'ai toujours rêvé, c'est-à-dire avec un enfant, ouais, ça me permet de m'épanouir fois mille. Et d'ailleurs, malgré toutes les difficultés qu'on a, les gens qui me croisent me disent « Ah, mais t'es rayonnante, nanana !» Ouais, c'est ça. C'est merci, la petite puce. Ah, c'est fou, hein. Ouais. Tu m'as partiellement dit, tu as été rechercher un peu sur les applications de rencontres, comme ça. Quel rôle t'as joué, toi, dans ta propre recherche de famille, recherche de maternité Je pense que quand justement j'essayais de donner beaucoup de moi à des gars qui n'en valaient pas la peine, et que quand j'ai pris conscience de ça, tout ce que j'avais à donner, j'ai essayé de me le donner à moi, à mes amis, à ma famille, disons à des gens qui en valaient la peine. C'est là où il y a eu un certain lâcher-prise, je pense. Et puis ouais, je me suis un peu éloignée de tout ça en me disant mais ça me fait du mal en fait de faire des rencontres, de se dire bon non ça m'a pas plu, puis tu dis à la personne non on n'ira pas plus loin, la personne se vexe, ou que c'est dans l'autre sens, ok c'est pas grave là au bout du premier soir, mais au bout de je sais pas 5-6 rencontres, là tu te dis quand même il y avait un bon feeling, il y a plus, c'est dommage, des choses où ça m'a... Ouais, c'était pas facile de pouvoir... En fait, j'assumais pas d'être sur les réseaux. C'est pas quelque chose qui me convenait. C'est quand même comme ça que j'ai rencontré Romain au final. Mais... C'est marrant, hein. Mais sur le... Ouais, mais c'est pendant 6 ans, hein. 6 ans où j'ai galéré avec des histoires qui ont duré quelques semaines, quelques mois, éventuellement entre deux. Mais sinon, c'était des rencontres, et puis tu tournes en rond. Comment ton idée de la famille, du couple a évolué à travers ces 6 ans ? Je pense que j'ai réduit mes exigences par rapport à l'homme avec qui je voulais fonder une famille. Ok. Et Romain a pas beaucoup de points que je disais l'homme idéal, il a ça. Ok. Mais il en a plein d'autres. Et puis ça, peut-être qu'il m'a fallu tout ce temps pour me rendre compte que j'étais un peu trop exigeante, puis que finalement, d'autres valeurs, d'autres qualités, ça amène aussi... comme je disais avant, un chouette équilibre, et puis quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. On dit souvent qu'en fait, on se met en couple avec une personne qui vient travailler chez nous, des trucs à travailler justement, hein, et puis parfois c'est pas toujours ce que notre mental voudrait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes à des femmes qui pourraient être dans cette situation, qui recherchent quelqu'un et puis qui n'arrivent pas, et à part, disclaimer, garder confiance. Ouais, non, ça c'est nul, garder confiance. Parce que sur le moment, on n'a pas envie, je pense. Non, ça apporte rien. C'est comme le lâcher prise quand on veut tomber enceinte, ça apporte que dalle, et c'est pas ça qu'on veut. Non, moi, ce que je pourrais... Si je peux me permettre, parce que je ne sais pas si mes conseils sont valables, se faire confiance sur qui on est, des valeurs qu'on a et qu'on a envie de partager avec quelqu'un d'autre, ne pas changer ça pour qui que ce soit, mais réduire ses exigences, se dire que peut-être qu'effectivement j'attends d'un homme qu'il ait ça, pour moi, le fait que ce soit quelqu'un de bien, qui prenne soin de moi, sur qui je peux compter, c'est déjà, je dirais, un gros des exigences que je pouvais avoir. Avant, je voulais qu'il soit musicien, je voulais qu'il parle 50 langues, je voulais pouvoir voyager avec. Je me suis bien rendu compte que ça, peut-être que c'était un peu haut. J'en ai rencontré des gars qui correspondaient à mes exigences. Ouais, ça matchait pas, c'était pas réciproque. Donc, il y a un moment donné où se dire que est-ce que je peux accepter que mon homme idéal il ait pas ça, mais parce que finalement il va me montrer qu'il a plein d'autres choses que j'avais pas mis sur ma liste de l'homme parfait et qui m'apportent finalement beaucoup. Je pense qu'il y a ça. Si je dis peut-être faire la différence entre les nice to have et puis les points qui sont réellement importants, qui sont non négociables. Et si les nice to have sont là,
c'est cool, quoi. Ouais. Mais finalement, il y a vraiment une base Mhm. qui est non négociable, quoi. Ouais. Pour avoir des amis qui sont encore à la recherche aussi d'un homme idéal, je pense que plus on vieillit, parce que je ne me trouve pas vieille, mais plus on avance en âge, Qu'est-ce qu'on vieillit? Pas du tout, quoi. plus on mûrit, plus on se connaît, plus on a des exigences qui se ferment. Hmm. Et ça, je pense que garder une ouverture comme on pouvait avoir... Ouais, quand tu dis on a des exigences qui se ferment, c'est quoi? C'est qu'on devient plus dur, ou bien? Ouais, bah, nos expériences nous amènent à dire ça plus jamais. Ah ouais, voilà. Mhm. Et Ouais, ce qui on est devient totalement plus dur, normal, on devient ben... moins flexible. Ouais. Ça fait du sens. Et je pense, tu sais, quand on parle un peu de ce truc, une vieille fille ou un vieux garçon qui a pris ses petites habitudes en tant que célibataire, après, c'est vrai que des fois, c'est difficile de remettre de la flexibilité dans certains comportements parce que à partir du moment où on est plus que un, Ouais, puis- ça peut être potentiellement compliqué. Hein. Justement parce que tu as apprécié Ouais. à t'aimer et à te supporter toute seule. Ouais. Puis est-ce qu'il y aurait autre chose que tu pourrais ressortir de ça? Un conseil bateau, quoi. Mmh. Mais pourtant, c'est quelque chose que je ressens vraiment du fond de moi, de me dire, en fait, si moi j'ai pu rencontrer Romain, c'est sûr que tout le monde va pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que je suis vraiment passée par des phases difficiles. Est-ce que c'est facile tout le temps? La réponse, elle est non. Est-ce qu'il faut construire tous les jours, tout le temps? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'il faut réussir à trouver un terrain d'entente pour plein de choses quand on a autant de différences? La réponse, elle est oui aussi. En fait, ça en vaut la peine parce que moi, ça m'a permis de réaliser un de mes plus grands rêves. Et puis, j'imagine que d'autres personnes qui seraient aussi dans cette attente de rencontrer quelqu'un, c'est aussi probablement pour fonder une famille et que ça vaut la peine, du coup, de continuer à y croire. Une question qui me vient là maintenant, c'est est-ce que tu as pensé à un moment donné d'aller faire une insémination et puis de faire un bébé toute seule? Bien sûr. Et puis? Puis je me suis assez vite rendu compte que gérer et s'occuper d'un bébé toute seule, c'était pas ça, l'image que j'en avais. Et que si à 40 ans, j'avais toujours pas rencontré quelqu'un, peut-être que j'aurais franchi le pas, parce que j'y ai pensé, j'ai même demandé à ma gynéco à 30 ans de congeler mes ovules, mes ovocytes. Mes ovocytes. Merci. Je crois. Ouais, enfin ça. Elle m'a dit mais vous êtes trop jeune, vous avez le temps de rencontrer un papa, voilà. Donc ça s'est pas fait, mais c'est quelque chose qui pour moi était vraiment très 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 important et prioritaire en fait. Je veux un enfant, je veux des enfants. On va juste faire oui, un parce petit que clap. Oui, effectivement, tu vas pas pouvoir couper. Non, on fait un petit clap parce que du coup, voilà, c'est la vie. Hein. Alors c'est pour ça que ce podcast s'appelle comme ça, quoi. Ouais, bref. Pour les personnes qui se demandent ce qui se passe, on a dû se lever avec Gaëlle et continuer l'entretien debout puisqu'elle a pris sa puce dans le porte-bébé. Elle avait un petit peu du mal à rester calme. Elle n'avait pas envie de nous laisser parler. Donc voilà, on a continué l'entretien comme ça. Si vous avez envie de voir ce que ça donne en vidéo, c'est sur YouTube que ça se passe. Et puis jusqu'au bout, vous allez sporadiquement entendre quelques petits bruitages de bébé. Donc c'est normal et c'est la vie. Voilà, je vous rends la suite. Donc parle-nous un petit peu de cette grossesse et de tout ça, dans l'ordre qui te semble le mieux. Ok, alors j'ai essayé avec Romain, après une année de relation, on a essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Physiquement, aucune raison n'expliquait la difficulté. Par contre, moralement, mentalement, moi, j'ai passé par des phases bien difficiles, puis lui par la suite. Ce qui fait que c'était un peu comme si on n'était pas vraiment prêts. On a essayé d'être Qu'est-ce que tu entends par ce qui fait? C'est comme si on n'était pas vraiment prêt. C'est comme ça que toi, tu l'as interprété. Ouais, nos corps n'étaient pas d'accord de concevoir la vie, quoi. Et puis, j'y croyais plus tellement. D'ailleurs, pour te dire, j'ai recommencé à fumer. Ok. Et puis un jour... Il y a eu combien de temps, là, entre le moment où vous avez dit « Ok, on essaye » 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Okay. Et puis, un jour, j'ai eu des petits saignements. Petits saignements, pas de douleur. Puis, je venais d'avoir le Covid aussi. Et je suis partie à la montagne pour me soigner de mon Covid. Et les saignements ont continué. Puis, j'ai regardé sur Internet. J'ai bien lu quelque chose sur la grossesse extra-utérine, mais sans plus, parce que moi, je pensais que ça correspondait plutôt à la nidation.
nidification. Ouais, alors je sais pas le terme exact. Ça pouvait être ça, et du coup je me réjouissais plus qu'autre chose. Okay. Mais en voyant que ça faisait 5-6 jours et que ça passait pas, en revenant le lundi, j'appelle ma gynéco. Et je remercierai jamais assez sa secrétaire médicale qui par téléphone m'a dit « Mais vous avez fait un test ?» Puis j'ai dit « Bah non, mais j'ai eu mes règles il y a 2 semaines. » Elle m'a dit « Ouais, faites un test. » Alors, le soir même, je rentre à la maison avec un test de grossesse. Donc à ce moment-là, t'avais pas du tout d'idée que... Aucune. Déjà, pour moi, ça faisait 3 ans et demi ouais. qu'on essayait, puis que ça marchait pas. Puis que si par hasard ça marchait, si c'était la nidation, c'était beaucoup trop tôt pour que mon test y revienne positif. Donc j'y croyais moyennement. Et le soir même, je fais mon test et j'ai pour la première fois un test positif. Ok. Et... Ça a été quoi à ce moment-là, ton ressenti ? Hyper partagé. À la fois très heureuse d'avoir enfin un test positif, et à la fois très... Ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui... Ok, c'est cool, mais en fait je saigne, donc il y a un truc qui est pas normal. Je me suis pas trop réjouie, je me suis dit, c'était trop tard pour rappeler ma gynéco, donc je me suis dit, j'appellerai demain à la récréation. Sauf que... Entre 8h et 9h30, j'étais devant les élèves et j'ai eu tout à coup une douleur, mais tellement énorme, et une sorte de... Tu sais, comme quand tu vas t'évanouir, tu sais, j'entendais les enfants, en plus ce jour-là c'était particulièrement chiant. Un peu éloigné comme ça. Et c'est ça, et en fait j'ai juste eu le réflexe de dire à un élève, va chercher la prof d'à côté. Et puis il est parti, la prof est venue, elle m'a dit Gaëlle, va te poser à la salle des maîtres, t'es toute blanche, elle m'a aidé à descendre les escaliers, ils ont repris la classe, j'ai appelé Romain est venu me chercher en voiture alors que je travaillais à l'école à 5 minutes à vélo, il est venu me chercher en voiture, on a filé chez la gynéco que j'avais eu au téléphone entre deux et qui m'a dit oui vous venez tout de suite. Ah ouais. Alors je vais, elle me fait une écho, elle regarde, elle me fait une prise de sang, enfin elle me rappelle l'après-midi parce qu'elle voit rien. Et puis l'après-midi, elle me dit, à ce niveau-là de bêta-HCG, j'aurais dû voir quelque chose. Donc, soit Qu'est-ce vous que faites c'est une fausse couche. bêta-HCG ? Tu sais, c'est les taux d'hormones que tu as au début de grossesse. Puis qui vont monter beaucoup jusqu'au milieu de la grossesse, puis après ça redescend sur la fin. Donc quand elle me rappelle, elle me dit, soit vous faites une fausse couche, et vous êtes en train de la faire, et que du coup, c'est pour ça que... Qu'il y a eu des saignements aussi, voilà. Et puis... Soit c'est une grossesse extra-utérine, elle le nomme. Mais pour moi, dans tous les cas, la seule chose que je lui ai répondu, c'est en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que j'ai perdu mon bébé. Je perds mon bébé. Elle m'a dit oui. Donc, pour moi, ça a été... Je me suis écroulée complètement. J'ai passé l'après-midi entière à pleurer sur un canapé, à souffrir comme une malade, à me dire, mais est-ce que c'est normal d'avoir mal comme ça pour une fausse couche ? J'en sais rien. J'ai jamais été enceinte. En fait, j'en sais rien. Et elle m'avait bien dit que si ça n'allait pas mieux, il fallait que j'aille à l'hôpital. Sauf que moi, j'ai gardé un très très mauvais souvenir de l'hôpital à la maternité à Genève. De quand j'étais ado, j'avais eu une infection et puis il m'avait fait vraiment mal et puis du coup, je voulais pas y retourner. C'est Romain qui, toute l'après-midi, m'a dit « Mais tu veux pas qu'on y aille ? Tu veux pas qu'on y aille ?» Et puis je disais non. Puis j'avais mal, puis je pouvais plus me bouger. Mais donc en fait, la gynéco t'a renvoyée à la maison. Ouais, elle m'a appelé l'après-midi pour me donner ces résultats-là. Okay. Elle m'a dit qu'elle en avait discuté avec ses collègues et que eux aussi, ils arrivent à la même conclusion, qu'on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, mais que dans tous les cas, effectivement, c'est que je suis en train de vivre quelque chose de pas rigolo. Du coup, c'est ça, elle travaille, c'était un mardi et elle travaillait pas les mercredis, donc elle m'a dit dans tous les cas, si ça va pas, vous allez aux urgences. Moi, j'ai quand même Romain qui m'a proposé de prendre un bain chaud, c'est important. J'ai pris un bain chaud. J'étais promener le chien. Je marchais à... Je pense qu'un escargot me dépassait tellement je pouvais pas marcher. Pourquoi c'était important tu vas y revenir après ou bien... Ouais, parce que pour moi, en fait, je voulais vraiment pas aller aux urgences. Et du coup, j'ai préféré faire tout le reste que d'y aller. Donc ça t'a un peu relaxé ou bien ça... Ouais, le bain, ça m'a fait plus ou moins du bien, mais on saura après que finalement, c'était pas une bonne idée. D'accord. Et puis la marche... Ouais, pour moi, c'était la chose à faire. Si je dois passer la nuit, parce que là, on était le soir, du coup. Si je dois y passer la nuit, faut que le chien, il soit sorti. On a pris la voiture, Romain a conduit. Chaque bosse, mais j'ai cru que je crevais. C'était une douleur horrible. Je suis arrivée à la maternité, je pense que en 40 minutes après mon arrivée à la maternité, j'étais au bloc opératoire. Ok. Ce qui s'est passé pendant ces 40 minutes, c'est que j'ai rencontré plein de médecins qui m'ont expliqué que... effectivement, je faisais une grossesse extra-utérine, que l'ovule fécondé, il était dans la trompe,
qu'ils allaient essayer de palper la trompe pour le faire remonter dans le verre, pour que je puisse... Ça va, ma chérie? Oui, j'ai dit qu'il y avait plein d'émotions. Mais ça va, hein? Donc, quand les médecins m'ont expliqué vaguement, moi, la seule chose que j'ai demandé, c'est mais si vous palpez dans un sens, vous pouvez pas palper dans l'autre pour que l'œuf il aille dans l'utérus puis qu'il grandisse. On m'a expliqué que non, ça se passait pas comme ça. Et la seule chose que je disais, c'est sauver mon bébé, sauver mon bébé, sauver mon bébé. Mais je comprenais pas qu'il y avait pas de bébé en fait. Alors c'est quelque chose que moi j'y connais pas. Quand tu as une grossesse extra-utérine, tu dis il y a pas de bébé, c'est qu'en fait l'œuf est fécondé, mais il peut pas se développer ou bien... Non, bah justement, moi, il avait grossi pendant 5 semaines. Ok. Et il avait fini par faire éclater ma trompe. La douleur que j'avais ressentie le matin, c'était ça. Et du coup, pourquoi ça est devenu une urgence vitale, c'est que toute la journée, et vu que j'ai attendu, ben mon abdomen se remplissait de sang. Et ils m'ont enlevé 1 millilitre de sang. En même temps qu'ils m'ont enlevé la trompe parce qu'ils ne pouvaient pas la sauver. J'ai passé la nuit au bloc. Romain est rentré pour s'occuper du chien. Il est revenu le lendemain. Mes parents étaient avec ma grande sœur à l'autre bout du monde. J'avais essayé... Romain les avait appelés le soir d'avant pour leur dire... en fait, Gaëlle, ça va pas. Et puis que j'avais quand même eu beaucoup de soutien, mais ils étaient loin, c'était dur, j'étais vraiment très très triste. Enfin, le lendemain, j'ai pas trop pris conscience, mais c'est sur la suite. Puis c'est là où j'ai eu ce besoin. On me dit que c'est 1 cas sur 100, non 2% je crois, des femmes qui font des grossesses extra-utérines. Bon, je le sais que toutes les choses bizarres, c'est moi qui les ai dans la famille depuis longtemps, et c'est ok, mais là, ça touchait ma corde sensible, ça touchait mon rêve de devenir maman, ça touchait tous mes espoirs, même si, comme je t'ai dit avant, non, j'avais pas mis trop d'espoir dans ce test positif, mais pour moi c'était une... Peut-être pas consciemment. Peut-être, mais c'est vrai que ça a été une douleur vraiment affreuse et que j'ai mis du temps à m'en remettre. Et la chose rigolote avec l'anecdote du chien, c'est que Jude à ce moment-là n'arrêtait pas de me renifler les fesses, et puis je comprenais pas pourquoi. Quand j'ai perdu le bébé, il a arrêté. Ah ouais. Et puis la chef de service qui m'a opérée, à qui j'ai demandé mais quand est-ce que je peux réessayer, elle m'a dit 2 cycles. Alors je suis rentrée le vendredi à la maison, et puis le lundi, j'ai du sang. Et là, je comprends pas parce qu'on m'a dit j'avais pas besoin de revenir sauf si ça saignait. Donc je reviens. Et puis la chef de service m'a dit mais madame, ce sont vos règles. Donc je suis allée aux urgences pour mes règles. Mais dans un cas comme ça, on le savait pas. Ouais, tu savais pas. Enfin, c'est normal après ce que t'as traversé de t'inquiéter. Mais c'est surtout que mon taux bêta-HCG que je disais, il était déjà haut et il était redescendu complètement au point où mon corps il m'a dit c'est bon. Donc premier cycle. Deuxième cycle 1 mois plus tard. 2 semaines après, ce bébé-là est arrivé. Et c'est pour ça que je peux en parler avec moins d'émotion, avec une sorte de recul qui n'est pas forcément évident à avoir quand on traverse ce genre de choses. Mais parce qu'elle est arrivée droit derrière. Et c'est ça qui m'a sauvée. Parce que finalement, c'était super vite. Entre le moment où tu as su que tu étais enceinte, ça a été vraiment... 24 heures. Ouais, ça a été super vite. Et du coup, toi, comment t'as... Alors, il y a eu cette... Quand je disais avant, peut-être que inconsciemment, tu t'en réjouissais pas, ou comment dire, tu ne voulais pas t'en réjouir parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais peut-être qu'inconsciemment, tu te réjouissais, il y avait quand même cette... Les 25 tests de grossesse, je dis 25, j'en sais rien, peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas, voilà, beaucoup de tests que j'avais faits qui sont tous revenus négatifs, ça, c'était mon premier test positif. Et j'ai le souvenir de ma grande sœur, donc à l'autre bout du monde, qui m'a dit « Mais Gaëlle, tu deviens maman dès le moment où t'as cette foutue croix sur ton test. » Et je crois que ça, c'est vrai. Je pense qu'à partir de ce moment-là, même si Sacha, elle aurait mis du temps à arriver, j'étais déjà devenue maman une première fois d'un bébé que j'ai perdu. Non, c'est pas une fausse couche à 12 semaines où tu te dis il y avait déjà quelque chose, là tu te dis c'était un œuf. Ouais, mais en fait il y avait un cœur, parce qu'à 5 semaines il y a un cœur. Oui, ce bébé-là pour moi il a compté au point où j'ai dû l'enterrer dans le jardin. J'ai dû faire une boîte avec les souvenirs, avec des photos qu'ils ont prises pendant l'opération, avec le test de grossesse, Pâques et tout ça. Il a existé quoi. Il a existé, il était là.
Et est-ce que du coup c'était peut-être aussi pour toi une manière de voir, de dire que ok mais ça marche. Alors, c'est ce que tout le monde me disait, mais à ce moment-là, je pouvais pas l'entendre. En fait, ça marche, ça a tellement bien marché qu'on m'a retiré une partie de moi pour être sûre. Par contre, le fait que ça marche après... Mais c'est intéressant, je m'excuse de Ouais. te couper, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le moment. Ouais. En fait, l'entendre. c'est la même chose Ouais. que de dire ça va donner le tour, ça va passer. Enfin voilà, c'est trop tôt sur le moment, c'est pas ça que tu as besoin d'entendre, quoi. Mais les médecins, quand c'est le professeur de la maternité, puis la chef de clinique qui t'ont opéré, puis qui viennent te dire ça, tu te dis, oui, ça a de la valeur. Mais tous les gens, j'ai envie de dire lambda à côté, je disais, ouais, mais en fait, là, moi, j'ai besoin d'être soutenue, puis j'ai besoin d'avoir des gens qui me prennent dans leurs bras, puis qui me disent, oui, t'es en train de traverser un truc horrible. Je crois que c'est ça. Donc, c'est pas un conseil que je donnerais. Simplement, le fait que ça ait refonctionné après, il y a une partie de moi qui me dit, en fait, ça se trouve, c'était toujours cette trompe-là qui était bouchée, puis qu'à chaque fois que ça marchait, ça pouvait pas marcher. Parce qu'en fait, j'avais fait plein d'examens, mais le test des trompes, on le fait pas systématiquement. Okay. Et je trouve ça fou, quoi, que ça ait marché droit derrière. Pardon, je m'éloigne, t'as vu, je reviens dans le positif. Mais c'est hyper intéressant. C'était effectivement ça. T'avais une trompe bouchée. Ou tu sais pas, à ce stade-là, tu sais pas. Non, et puis oui, elle était bouchée, parce que là, c'est coincé. À ce moment-là, ouais. Mais on pourra jamais dire si avant elle l'était ou pas, et puis si ça a été la cause. Et pour toi, c'est quoi qui a été le plus difficile dans ces 24 heures ou après, dans cette expérience-là? Après, le fait je me suis tellement flagellée. Là, c'est sûr que si on repart là-dedans, l'émotion est trop grande, parce que jusqu'à l'arrivée de Sacha, mais cette période-là, me dire qu'il fallait que je retourne bosser, j'y suis pas retournée. Je pouvais pas retourner m'occuper des gamins des autres quand moi j'arrivais pas à avoir un enfant, que je me disais mais que mon bébé il a pas voulu nous choisir comme parents, et que du coup il a voulu je sais pas, repartir en arrière ou pas avancer. Enfin, il y a eu tellement de pensées flagellantes que sur le coup j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Mais les jours, les semaines qu'on suivi, ça a été vraiment, vraiment très, très difficile. Parce que c'est comme si tu m'avais donné la possibilité de réaliser mon rêve et que tu me l'as repris en l'espace de 24 heures. Honnêtement, je ne suis pas capable de te dire où j'en serais maintenant si Sacha n'était pas arrivé juste après. Mais je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore si émotionnel pour toi? Parce que ça reste mon premier bébé. Ok. Et c'est quoi là-dedans qui te touche le plus? Mon premier bébé que j'aurais jamais eu la chance de rencontrer. Ok. Je crois que c'est ça. Alors Sacha, c'est le deuxième. C'est Sacha, la deuxième. C'est la deuxième, ouais. Ok. Mais c'est la première que je peux porter dans mes bras. Ok. Et puis c'est un amour. Et ça a été quoi le rôle du premier bébé? Je pense que c'est lui qui a fait le chemin pour Sacha. Il m'a fait enlever cette trompe qui peut-être ne fonctionnait pas pour que Sacha, elle, ait pas le choix. Je sais pas si tu sais que le corps des femmes est tellement bien fait que quand tu n'as plus qu'une seule trompe, elle va chercher sur les deux ovaires. La même trompe peut bouger d'un ovaire à un autre. Donc tu as encore plus de chances d'avoir un enfant. Cette trompe-là qui fonctionne, du coup, effectivement, peu importe de quel côté. J'avais pas eu besoin de me dire que ça marchera un mois sur deux. Ça pourrait marcher un mois sur deux. Non, ça marche parce que cette trompe, elle va chercher des deux côtés. Incroyable. Ouais. Et du coup, sans ce premier bébé, effectivement, peut-être que j'aurais pas pu avoir Sacha, peut-être j'aurais pas pu avoir d'enfant, peut-être que j'aurais pu mourir, parce que peut-être que le demi-litre de sang qui m'ont enlevé dans mon ventre, si j'avais attendu, peut-être je serais même pas là pour en témoigner. Je crois que c'est ça aussi mon besoin d'en parler, c'est de dire mais en fait on n'attend pas. T'as un doute, tu y vas. C'est aussi important ça. Ouais. Pour revenir là à ce premier bébé finalement que tu dis j'ai pas pu le tenir dans mes bras, qu'est-ce qui aurait pu se passer si du coup ce premier bébé avait pu vivre? C'est une très bonne question parce que je crois que j'ai jamais réfléchi comme ça. Je pense que c'était un garçon. Je pense qu'on n'en sait rien, mais je suis sûre que ça serait un garçon. Et du coup, je pense que le fait que j'ai une fille... En bonne santé. Peut-être que ce premier enfant, si ça a été un garçon, j'aurais un petit pincement au cœur qui aurait été hyper malvenu après autant de... Voilà. Donc, il a laissé la place à Sacha.
Pour moi, en fait, ce bébé-là, je le remercie de m'avoir donné de l'espoir. Je le remercie d'avoir existé pour le rôle qu'il a joué à ce moment-là dans ma vie. Mais d'imaginer qu'est-ce que serait ma vie s'il était né, je peux pas répondre à cette question. Comme ça a été quand même super vite dans ces 24 heures, comment ça a été après, parce que tes parents étaient à l'étranger avec ta grande sœur, tu disais. Après, dans quelle mesure tu as recommencé à travailler, à quel moment, et puis comment ça a été Alors j'ai été pour très toi? soutenue par mes amis et mes proches et ma famille, même ceux qui sont loin. Tout le monde m'a accompagnée dans ce deuil que je devais faire. J'ai pris le temps. Chaque femme et chaque couple qui traverserait une épreuve comme ça aura une réponse différente. Est-ce que Romain, lui, a dû faire un deuil? Je suis même pas sûre. Il a dû m'accompagner dans mon deuil à moi, oui, mais tu vois, donc je pense que il n'y a pas de réponse toute prête, toute faite par rapport à cette question du deuil. En fait, 6 semaines après cet épisode, je suis retournée travailler à 50%. Puis ça allait, d'un côté ça me faisait du bien, puis c'était un peu dur, oui, mais c'est là que, en fait, 2 semaines après, même pas, à la fin de la semaine de ma reprise, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc j'ai volontairement prolongé mon 50, avec l'accord de mon médecin bien sûr, mais dans le sens où pour moi ma priorité c'était ce nouveau bébé. En tout cas ma directrice qui elle-même était enceinte, elle a annoncé quand moi je me suis fait opérer de la grossesse extra-utérine, elle a annoncé sa grossesse. Elle a été très très compréhensive par rapport à ce que je vivais. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont été là pour moi et qui m'ont soutenue et accompagnée aussi à mon retour. Et effectivement le fait que ma directrice trouve des solutions pour aménager mon poste, que ce soit quand j'étais absente ou quand je suis revenue, mais en mettant en priorité ce bébé Sacha en avant. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait de me sentir soutenue. Quel regard ça te permet d'avoir sur la maternité? Je dirais un regard bienveillant, le fait aussi qu'avant de le vivre moi, je me rendais pas compte à quel point la perte d'un enfant, peu importe à quel stade, ou la difficulté à concevoir, c'est quelque chose en fait dont il faut parler, parce que ça fait du bien d'en parler, que ce soit quand c'était moi ou quand ce soit pour quelques amis qui ont pu traverser des choses difficiles, de me dire que rendre cette grossesse concrète avant même qu'on ait le droit d'en parler, et puis voilà, ou cette difficulté à vouloir un enfant et puis que ça marche pas, puis cette tristesse, puis cette solitude qu'on ressent chaque mois quand tu as tes règles qui débarquent et que tu te dis ça a encore pas marché, ça a encore pas marché, ça a encore pas marché. Je dirais libérer la parole par rapport aux gens dans mon entourage, en tout cas ceux qui en ressentent le besoin, ils savent que je vais avoir une écoute, une bienveillance, puis pas de jugement, puis pas de conseils à donner, parce que finalement donner des conseils, comme on a dit, c'est toujours maladroit, puis ça correspond pas forcément à ce qu'on a envie de recevoir, donc ouais, voilà. Ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec la dernière personne que j'ai rencontrée pour le podcast. En fait, c'est dommage parce que c'est un échange qu'on a eu quand j'étais sur le départ. Et moi, c'était une claque, quoi. On discutait comme ça et elle me parle du tabou des 3 mois. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas pu. Je pouvais pas en parler avant 3, peut-être même 4 mois. J'étais tellement dans le truc. Tant qu'il est pas là, il peut tout arriver. En fait, j'étais tellement dans ce truc-là que je me suis privée d'énormément de choses pendant ma grossesse. Je me suis privée de me réjouir, à commencer par ça. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé mais tellement, tellement juste et tellement important. Et s'il y a des personnes qui regardent ça, mais je trouve que c'est tellement important de le dire, parce qu'elle disait, mais si tout d'un coup t'es enceinte, et puis que pour une raison XY t'as une fausse couche mais que t'en as pas parlé, et puis que tu finis 1 jour ou 2 jours à l'hôpital, et qu'après tu dois expliquer, alors non seulement t'auras besoin de soutien que t'auras pas puisque t'en as pas parlé aux gens, donc comment tu veux qu'ils sachent, et puis 2, après t'auras la pression de devoir expliquer aux gens, non mais en fait j'étais enceinte et puis j'ai perdu le bébé, et puis tu dois expliquer tout ça, alors qu'en fait t'aimerais peut-être juste être écoutée et que t'as juste besoin que quelqu'un soit là. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, c'est qu'on se prive de
De cette joie. de ce soutien-là, de cette joie. On se prive de tellement de choses en gardant le secret pendant 3 mois parce que, il faut pas dire parce que l'employeur risque de mal le prendre, on sait qu'on n'a pas le droit de licencier quelqu'un, mais enfin voilà, il y a tellement de trucs qui sont... Et en fait, moi je me suis dit, waouh, en fait c'est vrai, c'est hyper tabou ça. Ouais. Ces 3 mois sont hyper tabous. J'ai eu un peu ce côté-là de... En fait, je vais pas en parler, je viens de vivre une grossesse extra-utérine où les gens m'ont soutenue, ben je peux pas en parler aussi vite. Mais je sais pas tenir ma langue, je ne sais pas tenir les secrets, surtout ce qui me concerne moi. Ouais, mais c'est peut-être que c'est ce qui te sauve. Et du coup, ben, effectivement, je l'ai annoncé très vite, en tout cas à mes parents, à mes sœurs et à mes amis proches. Parce que c'est exactement ça. En fait, si ça se passe mal, je sais pas comment je pourrais me relever. Ouais. Une deuxième fois. Et j'en ai parlé vite, par contre, j'ai eu du mal à me réjouir. Ce que tu disais aussi, ça c'est vrai que c'est quelque chose... J'avais beaucoup trop d'appréhension qu'il se repasse quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai un suivi très régulier avec ma gynéco parce que quand tu traverses soit des fausses couches, soit t'as des appréhensions comme ça, ben, elle met des échos plus qu'une fois tous les 2 mois, quoi. Et ça m'a fait du bien. Et je pense que si quand je retomberai enceinte, j'essaierai de me réjouir dès le départ. Peu importe ce qui peut se passer, ne pas minimiser les risques, mais juste s'en réjouir parce que comme tu dis, tu passes à côté d'une grande partie de ta grossesse, en fait. Ben, un tiers de ta grossesse. Ce qui s'est passé, c'est l'histoire d'une bosse. Une bosse qui est apparue aux 6 semaines de vie de Sacha, sur le derrière de sa tête. Un truc tout mou, que quand tu faisais, ça faisait blop blop. Et puis, qui m'a quand même inquiétée parce que moi, je connais pas très bien les bébés, mais je me suis dit que c'était pas tellement normal, c'était quand même assez conséquent. Ça faisait quelques jours à ce moment-là qu'elle avait des douleurs, des coliques, des douleurs au ventre et qu'elle se frottait sur son change au point à se combrer et à se frotter la tête en arrière. Mais elle était suivie par la pédiatre pour le ventre parce que j'étais quand même inquiète. Et puis... Donc, l'histoire d'une bosse, disais-je, qui m'a inquiétée. Donc j'en parle, je reprends plus là, c'est bon, tu veux que je reprenne? Ouais, non, c'est ok. J'en parle à la pédiatre le soir même, vendredi soir. Je lui dis, le ventre ça va mieux, mais elle a cette bosse qui est apparue, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? La pédiatre me pose 2-3 questions, me dit non, ça m'inquiète pas. Donc elle l'avait vu à ce moment-là? Elle l'avait vu le jour d'avant et il n'y avait pas de bosse. La bosse elle est apparue le vendredi entre midi et 2h. Vraiment précisément. C'est précis, ouais. Je le sais parce qu'avant on a été chez un acupuncteur qui est trop au taquet et qui l'a vu la semaine d'après, qui a dit ah mais c'est quoi cette bosse? J'étais là, on est d'accord qu'elle n'était pas là la semaine d'avant, il m'a dit non, et qu'à 2h j'ai les premières photos de moi qui m'inquiète en me demandant ce que c'est. Donc oui ça a apparu très très rapidement. Le lendemain, le samedi, j'en parle à ma famille, j'envoie des messages sur le groupe en me disant il y a plein de mamans, peut-être quelqu'un me dit. J'ai pensé, est-ce que c'est une excroissance de peau qui grandit plus vite que le crâne, en me disant ouais quand même, ça lui faisait pas du tout mal, enfin voilà. Je me retrouve aux urgences, à la tour me renvoie au HUG parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Au HUG, le premier médecin qu'on croise fait une échographie de la bosse, des prises de sang, et puis met un diagnostic en disant que c'est un hématome sous-galéal. Lui me dit, parce que je dis mais un hématome c'est bleu, ça fait mal quand on touche, elle se serait cognée quelque part, chose qu'elle a pas fait du tout. Tu me rappelles juste quel âge elle avait à ce moment-là? 6 semaines. 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Petit, quoi. 6 semaines, et moi aussi 6 semaines de postpartum. Je pense que c'est important de le savoir après une césarienne. Donc ce médecin qui met cette cause-là, il nous dit pas que oui c'est dû à un coup, il dit non ça peut être dû au frottement qu'on avait décrit, des maux de ventre. Puis qu'elle se cambre. Ça peut être dû à ça. Bon on continue, on comprend qu'ils veulent faire des examens plus poussés quand même, en cas d'hématome, ça peut être un problème de sang, donc ils font des analyses, on reste la nuit, on fait dormir Sacha est dans un berceau qui se transporte, puis moi je suis à côté un peu où je peux. Finalement, pendant la nuit, on nous transvase dans une chambre à l'hôpital des enfants. En fait, c'est un peu le cauchemar qui commence, c'est-à-dire qu'ils lui font plein d'examens. Des examens jusqu'à des fonds d'œil, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non. C'est le principe de, on te met des gouttes pour dilater la pupille, et puis qu'ensuite on prend une machine avec une grosse lumière qu'on t'appuie
Je pense pas sur l'œil, mais en tout cas, je peux te dire, ah oui, on te met des écarteurs dans les yeux. Voir ça sur ton bébé de 6 semaines. Je peux bien... Voilà. Des prises de sang plusieurs fois par jour, des échographies plusieurs fois dans le séjour. Jusqu'au lundi, donc on passe samedi. Donc là, ça faisait combien de jours dimanche. que vous y étiez du coup ? Lundi, c'était le 3e jour. Ok. Les médecins de la semaine viennent. Il faut savoir qu'à chaque fois, on nous interrogeait sur qu'est-ce qu'on a fait à notre bébé. Hein, ça, voilà, c'était un peu sous-entendu. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais je veux bien croire que un bébé qui a un hématome sur la tête, ça questionne. Oui. Mais nous, avec Romain, on n'avait jamais donné Sacha à garder à personne. On a toujours été dans la maison ensemble. On sait que si elle était tombée, si on l'aurait dit, on aurait évité tous ces examens. On aurait dit, oui, elle est tombée, du l'ange, ça. Enfin voilà, là, c'était assez violent. Mais ces 2 médecins-là viennent pas pour nous redemander encore une fois ce qui s'est passé, mais viennent nous dire qu'on allait être reçus l'après-midi même par le groupe de protection de l'enfance qui fait le lien avec le SPMI, protection des mineurs. Et puis je comprends pas très bien, oui, dans la discussion, ça va peut-être aider à comprendre l'origine de la bosse. Ok, on va faire cette rencontre avec ces personnes-là. Et ces personnes-là nous ont reposé les mêmes questions que tous les médecins, auxquelles on a répondu. Puis assez vite, voyant qu'il n'y a rien qui ressort, elles nous sortent une petite brochure, comme ça, des HUG, suspicion de maltraitance. Ok. Et là, c'est pas de la suspicion, c'est cette bosse-là, elle n'est pas arrivée toute seule. Ce qui va se passer, c'est qu'on va garder Sacha jusqu'à temps qu'on sache d'où ça vient, cette bosse. On va lui faire des examens supplémentaires. Ouais. On va lui faire des examens supplémentaires pour voir si elle n'a pas d'autres lésions dans le corps. Et à tout ça, on répondait, ok, faites. Mais quand vous verrez qu'il n'y a pas d'autres lésions, parce que c'est un bébé qui est en pleine santé, elle commençait à faire des sourires, elle était toute vivante, elle allait très bien. C'est un bébé qui est en parfaite santé. Quand est-ce qu'on peut rentrer à la maison ? Ah non, mais vous comprenez pas, vous allez rester jusqu'à temps qu'on soit sûr que l'environnement dans lequel vous vivez soit ok. Romain, il a même dit, mais est-ce que si je pars de la maison, elles peuvent rentrer ? Parce que parallèlement à tout l'horreur qu'ils ont fait sur ma fille, moi je dormais dans ces lits d'accompagnants, tu sais, lit une place, aussi dur que la table. Et en fait, j'ai dormi à droite pour surveiller mon bébé qui en plus était en l'air au-dessus de moi. J'allaitais toutes les 2 heures. Je me suis démonté l'épaule. Encore aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé toute ma mobilité à l'épaule. Je n'avais pas le droit d'être nourrie avec les plateaux de l'hôpital parce que ma fille n'était pas en semi-privé. Okay. C'est toutes des choses qui, pour moi, et sur le coup, je comprenais rien de ce qui m'arrivait, mais avec le recul, j'ai compris la maltraitance envers moi et l'état dans lequel je me suis retrouvée. Le lundi après cet entretien-là, et jusqu'au mardi soir, je t'expliquais le dénouement, je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai dit, là, c'est moi que vous avez détruit, et je dois m'occuper de ma fille tout le temps, et c'est moi qui restais la nuit à la maison. Il y avait de l'aide de Romain quand elle se réveillait la nuit. Romain, il n'y avait personne. Voilà. Là, j'étais toute seule, j'osais pas faire appel aux infirmières parce que je me disais que j'allais être jugée, justement, que je sais pas m'en occuper, etc. C'était vraiment horrible. La finalité, c'est que le mardi matin, les 2 médecins de la semaine sont venus pour me dire « Ah, on va refaire une échographie parce qu'il y a peut-être un monde dans lequel c'est pas du sang dans sa bosse. » Je dis, ah oui, bravo, on vous l'a dit dès le début que ça nous semblait bizarre que ce soit du sang quand c'est tout mou, enfin voilà. Donc, elles ont refait une écho, j'ai posé la question à la médecin qui a fait l'échographie, mais alors, c'est du sang ? Réponse, mais ça, c'est des choses qu'on discute entre médecins, très violent. Comme réponse quand toi tu t'inquiètes pour ton bébé. Jusqu'en fin de journée où la femme de chambre m'avait dit non, je vais pas venir faire la chambre parce qu'il paraît que vous sortez aujourd'hui. Je dis je suis pas au courant. Moi, on m'a dit hier que j'allais pas ressortir ad vitam aeternam, donc je ne sais pas. Et puis au final, effectivement, ils ont mis de côté le diagnostic de l'hématome sous-galéal pour appeler ça une collection sous-aponévrotique, probablement une micro-lésion du crâne à la naissance, parce que même par césarienne, en fait, elle a dû tirer un peu parce qu'elle était déjà bien engagée dans le bassin. Et puis, du coup, ça aurait fait une micro-lésion dans le crâne. Avec les frottements, ça aurait fait passer le liquide céphalorachidien qui aurait provoqué cette bosse. Okay. Je mets tout au conditionnel parce que, pour la suite de cette histoire, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Même encore aujourd'hui, je ne suis pas remise. Mais remise physiquement, émotionnellement ça va mieux. Physiquement non.
Enfin, mieux, mais pas bien encore. On a écrit un courrier avec mon papa et Romain à la direction générale des HUG pour dire que ce qui s'était passé, c'était vraiment pas acceptable. On a été assez vite reçus par la grande chef de la pédiatrie, une professeure qui a été très humaine et qui nous a écoutés et qui a répondu à tout ce qu'on a eu besoin de... tout ce que j'ai eu besoin de dire, et Romain aussi. Le fait d'avoir été entendu, ça répare en rien, mais on a eu des excuses, puis on a surtout la certitude que dans le dossier médical de Sacha, il n'y a aucune trace d'une potentielle maltraitance sur notre fille. Parce que vivre ça, quand tu viens d'être mère après autant d'années de galère, et qu'on te dit à 6 semaines de vie, vous avez battu votre fille, puis vous voulez pas le dire. Ça te fait quoi, ça? Vraiment beaucoup de mal. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et si j'avais besoin d'en parler, c'était pour dire que... Je crois que le milieu médical, suite à ça, s'est remis en question. La pédiatre de Sacha m'a dit qu'à la Tour, ils avaient fait une conférence sur les bosses sur la tête et qu'ils avaient parlé. Ok. Qu'elle savait que c'était Sacha, mais disons... Mais voilà, ils ont parlé du cas, ouais. Donc simplement, qu'en tant que parent, il faut se faire confiance. Puis là, moi, je m'en suis voulu d'avoir été peut-être pour rien à l'hôpital, mais en fait, elle avait une bosse sur la tête. Donc je peux pas dire que c'était rien. Bah non. Et puis voilà. Et simplement, j'avais besoin d'en témoigner pour dire que quand il y a des choses qui se passent mal comme ça, faut le dire. Puis que si maintenant je devais revivre une hospitalisation, ce que je touche du bois, j'espère n'arrivera pas, et que ça se passe de la même manière, je me laisserai jamais faire. Oui, mais sur le coup, c'était ma première expérience en tant que maman, et je me suis complètement laissée submerger par des médecins qui savaient mieux que moi tout le temps. C'est ce qu'on croit, hein, souvent. Ouais. Alors, on le croit, non, parce que c'est quand même des médecins, ils ont quand même... voilà, mais c'est pas des toutes-puissances, hein, Ouais. et donc... et dis-toi, c'est aussi des humains, donc... Le diagnostic final, Romain l'a trouvé pendant la nuit. Cette nuit, entre lundi et mardi, moi, j'ai pas dormi, on était au téléphone les deux. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai cherché à quel moment le SPMI nous prend notre enfant, puis les démarches qu'on fait pour pouvoir le reprendre, pour te dire à quel point on est allé loin. Ouais. Mais si j'y suis allé loin, c'est parce qu'on nous avait mis ces idées-là dans la tête. Et Romain, lui, plus intelligent, il a été chercher... Ok, nous, on sait que c'est pas un hématome sous-galéal, alors c'est quoi ? Et il a cherché, il est bon, un bon informaticien, et il a trouvé les mêmes articles que nous ont présentés les médecins le lendemain. Donc il a trouvé le diagnostic avant ou en même temps que les médecins. Ce qui est quand même grave, tu te dis, pour un informaticien sans études. Oui, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver énormément de choses. Il y a beaucoup de bullshit, il faut trier, mais je pense qu'il y a quand même énormément d'études, énormément de trucs qui sont disponibles. Si toutefois, on a le feu, la volonté, la patience de lire ces choses et de regarder, quoi. Et tu disais que si ça devait... si une telle hospitalisation devait se reproduire, tu ferais différemment. C'est quoi que tu ferais différemment ? Je rentrerais dormir dans mon lit avec ma fille et tant pis qu'on commence des poursuites, dans le sens où j'ai absolument rien à me reprocher et que ça mériterait d'avoir des problèmes d'épaule pendant tout mon postpartum. Et puis parce qu'on nous a dit qu'on allait nous prendre notre fille et nous la garder à l'hôpital, mais en fait c'est quelque chose qu'elles n'ont pas le droit de faire légalement. Donc du coup oui, je pense que voyant que ma fille allait très bien, je serais revenue à l'hôpital tous les jours pour faire les examens qu'ils proposaient, mais pas rester. Mais je serais pas restée. Ouais, t'as dit un truc qui est hyper intéressant et important, je crois. C'est ta fille. Ouais. C'est toi, sa maman. Ouais. Et c'est toi qui sais ce que... C'est que nous qui savons le mieux, ouais. Mais à 6 semaines, on n'est peut-être pas... Je me faisais pas confiance. On n'est peut-être pas en mesure de se faire suffisamment confiance. Peut-être j'aurais pu attendre le lundi d'aller voir la pédiatre. Le problème, c'est que la bosse, elle a grossi entre le vendredi et le samedi, et que du coup, non, je me suis dit, si c'est un truc grave, je vais pas prendre le risque d'attendre, en fait. Bien sûr. Et dans toute cette histoire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe différemment ? Qu'on prenne en compte l'état physiologique et psychologique d'une femme en postpartum à 6 semaines après une césarienne. Donc c'est plus par rapport à toi, finalement, que ça, le poids qui te reste. Oui, parce que je peux pas leur en vouloir d'avoir fait ces examens qui leur semblaient le plus évident pour s'assurer qu'il n'y ait pas de quelque chose de grave. Même si ça a été très insupportable pour moi de les vivre. On m'a plusieurs fois demandé de sortir, j'ai toujours refusé. Donc oui, forcément, mon cœur de maman s'est brisé devant les cris et la peur de mon enfant. Mais je peux pas leur en vouloir d'avoir essayé de faire au mieux leur travail.
Ce qui me questionnait, c'est est-ce que tous ces examens ont été faits parce qu'ils avaient un doute sur notre maltraitance, mais ça a été éclairci pendant l'entretien avec la professeure, que non, que c'est des examens qui, dès le moment où il y a un diagnostic d'hématome sous-galéal, on va faire tous ces examens pour être sûr qu'il n'y ait pas de sang ailleurs dans le process, la tête. quoi. Donc je m'en suis pas voulu. J'en veux au médecin qui a fait un mauvais diagnostic. On peut pas revenir en arrière. Par contre, la maltraitance que j'ai subie et qui a eu un impact sur ma fille, ça pour moi, ça aurait dû être évité. Et aujourd'hui, puisque tu disais physiquement, c'est encore un petit peu bof, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui ? Soulagée d'avoir été entendue par l'hôpital, de me dire par la pédiatre que ça fait bouger des choses et que peut-être ça évitera à d'autres parents de vivre ce qu'on a vécu. Ça a été important ça pour toi de voir qu'ils ont fait après des colloques, qu'ils ont informé Ils ont fait des photos de la bosse de Sacha pour pouvoir justement... Pour pouvoir le montrer, pour pouvoir... documentariser, parce qu'il y a très peu de cas qui, dans le monde qui ont ça. Ils parlent de 60 cas dans le monde. Ouais, c'est impressionnant. Donc, c'est rien. Ouais. C'est vraiment rien. Ouais. Donc il me dit, c'est rien, mais c'est rien parce que ça n'a pas été... Pourquoi ? Parce que les parents, à chaque fois, ils ont été mis en tort. Enfin, voilà, je me questionne. Puis moi, je me dis, j'ai fait, je pense, tout ce que je pouvais pour que mon expérience ait un impact positif pour d'autres. J'ai quand même dit, et je le pense, que cet événement-là, il a gâché une grande partie de mon postpartum. Et que sans ça... Honnêtement, je vis un super postpartum et j'ai beaucoup de chance. Et je pense que c'est un sujet qu'on pourra reprendre parce que ce qu'on disait au début, c'est pas le cas de toutes les femmes. Et que moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir un papa à la maison qui peut prendre le relais quand il y en a besoin. D'avoir des gens dans mon entourage qui sont bienveillants. D'avoir un bébé parfait qui fait tout juste depuis les premiers jours. Et puis, je me réjouis vraiment de ça. Mais ça a été un gros nuage noir dans ces quelques semaines, quelques mois de vie de Sacha, qui a eu un impact effectivement sur ma santé physique et qui du coup m'a empêchée de pouvoir m'occuper du mieux possible de ma fille parce qu'on a vécu ça. Si tu vois ton ciel bleu, son nuage, avec ce gros nuage noir, comme tu disais avant que vous aimeriez d'autres enfants, tous les postpartums ne sont pas toujours bleus. Bien sûr, non, je sais. Donc du coup, dans quelle mesure, tu vois, cette expérience-là, ce nuage noir dans ce ciel bleu, dans quelle mesure il t'enlève l'illusion d'un postpartum parfait ? Ouais, c'est vrai. Non, je pense que c'est la vie. T'as raison. C'est pas... C'est un postpartum qui devait se passer comme ça. Et puis que... Là, je reste d'avoir énormément de chance d'avoir une petite Sacha... toute parfaite, qui fait ses nuits, qui veut pas dormir la journée, mais qui dort la nuit, et puis qui vous laisse dormir la nuit. Ouais, c'est clair. Amen. C'est clair. Trop bien. Ouais. C'était cool de t'avoir, Gaëlle. Merci. C'était trop bien. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler de tout ça avec toi, et puis à découvrir ces histoires aussi finalement tragique et dure qu'elle soit, mais voilà, c'est encore frais chez toi, et puis j'ai l'impression que t'en parles quand même avec un certain recul, et ouais, mais c'est aussi important de le voir et de voir que ça avance et qu'on avance là-dessus, quoi. Oui. Ouais. Merci à toi, Camille, de m'avoir choisie pour témoigner. C'est toi qui t'es choisie, Gaëlle. C'est vrai, de m'avoir donné la possibilité de pouvoir parler de ça avec toi, de pouvoir partager ces moments difficiles, mais dans l'idée d'un espoir et d'aller de l'avant. Je crois que c'est ça qui pour moi a été important. C'est en fait la vie, elle avance, puis on va de l'avant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Que Sacha, elle continue à être mon ciel bleu. Et plein d'autres enfants. Plein d'autres enfants. C'est trop bien. Je t'ai aussi apporté un petit quelque chose. Ah, trop chouette. J'espère qu'il te plaira du coup. Je sais que ton postpartum ne ressemble pas au mien, mais comme on disait avant, finalement, il y a autant d'expériences que de femmes, de mamans, de papas et tout ça. Donc, alors je te souhaite plein d'enfants. Merci beaucoup.